Alors, bienvenue à tous. Donc, je m'appelle Alexandra Lecard, je suis psychologue fondatrice du Centre de thérapie intégrative et nouvelles technologies. Et ce soir, j'ai le grand honneur de recevoir Anne-Françoise Chaperon, psychologue et amie, voilà, consoeur, qui est psychologue clinicienne, enseignante, superviseuse également, psychothérapeute en thérapie cognitive et comportementale, TCC, créatrice d'un centre de formation pour les psychothérapeutes et auteure de nombreux ouvrages en psychologie. Voilà, donc du coup, je vais la laisser vous présenter ce soir la thérapie cognitive processuelle. C'est un événement ce soir car c'est une thérapie voilà, qu'elle est la seule à pouvoir enseigner encore en France à ce jour. Voilà, donc c'est une conférence en exclusivité. Anne-Françoise, je te remercie beaucoup. Merci Alexandra de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie. Merci à tous d'être là parce qu'il est tard et vous avez peut-être aussi d'autres choses à faire à cette heure-là en général. Mais voilà, j'ai le plaisir de vous présenter deux choses, à la fois cette thérapie et puis de prendre un angle particulier qui j'espère vous intéressera. Et en fait, je me suis dit que cette thérapie pouvait nous aider en fait à modifier ce qu'on appelle les scénarios de vie négatifs, c'est-à-dire les choses qu'on répète dans notre vie et qui sont souvent en échec, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de répéter malgré tout. Hein. Par exemple, je ne sais pas, choisir toujours le même type de conjoint et se rendre compte qu'à chaque fois, on reproduit les mêmes erreurs. Et donc, par rapport à cette prise en charge en thérapie cognitive processuelle, on dit TCP, ça ira plus vite. Eh bien, je voudrais vous montrer, à l'aide d'un cas clinique, je voudrais vous montrer comment on peut aider les patients à justement ne plus répéter des échecs successifs et ne plus répéter des scénarios de vie négatifs. Alors, j'ai concocté cette conférence à la fois pour les professionnels, hein, les psychothérapeutes qui sont parmi nous, et aussi pour les personnes qui ne sont pas psychothérapeutes, mais qui s'intéressent à la psychologie, soit pour eux-mêmes, soit voilà, d'un point de vue intellectuel, qui s'intéresseraient à la psychologie. Il y a peut-être des personnes comme ça parmi vous. Donc voilà, j'espère en tout cas pouvoir vous expliquer les choses très clairement et surtout vous étayer tout cela à l'aide d'un cas que je vous montrerai, qui est une patiente avec laquelle je travaille en ce moment, justement, sur ce sujet. Voilà, donc on est parti par rapport à cette conférence. Donc, je vous présente le programme. N'hésitez pas, je t'interromps une seconde, n'hésitez pas à vous poser vos questions. On a vu avec Anne-Françoise que voilà, vous pouvez les poser en direct, sinon on aura un temps à la fin. Et moi, je regarderai quand il y a des questions et je la couperai voilà, quand c'est possible, si tu es d'accord, Anne-Françoise. Ouais, Et puis tout voilà, à fait d'accord. on répondra à vos questions en direct et à la fin aussi. Voilà. Ok, parfait. Alors voilà un petit peu les 4 points que je voulais aborder avec vous pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc déjà, je voudrais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a tendance à répéter toujours les mêmes scénarios de vie, même quand ils ne fonctionnent pas ou même quand ils ne fonctionnent pas de manière optimale dans notre vie. Je vais m'appuyer donc sur l'exemple d'une de mes patientes qui s'appelle Laurine. Bien sûr, c'est complètement anonymisé puisque c'est pas son vrai prénom et que j'ai changé quelques détails pour qu'elle ne soit pas reconnaissable. Donc, je vous expliquerai avec cet exemple quelles conséquences ça peut avoir dans nos vies, justement, de répéter ces mêmes scénarios de vie. Je vous expliquerai aussi pourquoi c'est difficile pour nous, les thérapeutes, justement, de libérer nos patients de ces problématiques-là. Je vous expliquerai pourquoi ça coince à certains moments et comment est-ce que la TCP, donc la thérapie cognitive processuelle, peut aider à résoudre ce type de problématique. Alors, évidemment, tout commence dans la plus tendre enfance, puisque dès la naissance, il va se passer tout un tas de choses, tout un tas d'événements. Et le petit enfant qui arrive au monde, évidemment, il arrive au monde avec un instinct de survie qui est déjà développé, qui est déjà en place. C'est comme ça que d'ailleurs, le petit enfant qui vient au monde, il sait déjà respirer, il sait déjà téter, donc il peut déjà évidemment survivre. Et ce qui est très important, c'est d'avoir toujours en tête que cet enfant qui arrive dans le monde, il est 100% dépendant. C'est-à-dire que sa survie dépend évidemment des personnes qui vont s'occuper de lui.
Sa survie dépend de son environnement et il est dans un état de vulnérabilité extrême. Ce qui fait que du coup, d'un point de vue totalement inconscient, évidemment, ce petit enfant qui va grandir va spontanément chercher à tout faire pour s'adapter à son environnement. Alors, je vous ai mis comme rappel quels sont les besoins fondamentaux de l'enfant. Le besoin de sécurité, qui va d'ailleurs avec le besoin de stabilité, de prédictibilité. Il a besoin également d'être aimé inconditionnellement. Il a besoin de recevoir une éducation attentive, hein, une attention de la part des personnes qui s'occupent de lui, ses parents et son environnement en général. Il a besoin également d'acceptation, d'être accepté tel qu'il est, de renforcement, c'est-à-dire qu'on l'encourage dans ses progrès et qu'on note ses progrès. Mais il a aussi besoin de limites réalistes, hein, qu'on lui dise ce qu'il faut faire, pas faire, ce qui est dangereux, ce qui est possible, ce qui est permis, ce qui ne l'est pas. Et également, il a besoin que l'on valide ses sentiments et ses besoins. Donc, dans un monde parfait, avec des parents parfaits, tout cela serait des besoins qui seraient remplis de manière absolue. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça, puisque aucun environnement ne répond parfaitement aux besoins de l'enfant. C'est-à-dire aucune famille n'est parfaite, aucun parent n'est parfait. Et du coup, aucun enfant n'a reçu tout cela à 100%. Et d'ailleurs, même dans des cas évidemment très, très dramatiques, même des enfants qui seraient sévèrement carencés, hein, par rapport à ces besoins fondamentaux, vont quand même, la plupart du temps, chercher à survivre. Donc, cette fonction de survie est très importante pour ces enfants qui doivent s'adapter à ce milieu imparfait dans lequel ils vont grandir. Et c'est pendant cette période entre, on va dire 0 et jusqu'à l'adolescence à peu près, que les enfants vont grandir dans cet environnement en fabriquant, entre guillemets, des schémas inconscients, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, qui vont leur permettre justement de mieux comprendre leur environnement, de mieux s'y adapter pour pouvoir y vivre et même y survivre le mieux possible. Qu'est-ce qui se passe quand on devient adulte? Quand on devient adulte, on est tous des grands enfants. On peut dire que la donne change. C'est-à-dire, une fois qu'on est adulte, on n'est plus dans cette vulnérabilité extrême, on n'est plus dépendant, on est censé être autonome. Sauf que on a grandi avec nos propres schémas d'enfants. Et parfois, ces schémas d'enfants, comme on a grandi avec, ils peuvent devenir rigides. Et ça va se traduire finalement en souffrance psychologique, justement en conduite d'échec ou encore en scénario de vie négatif. Alors, tout ça est peut-être un petit peu abstrait pour l'instant pour vous, hein. Évidemment, je vous donne un peu des grandes lignes, mais je vais vraiment vous montrer tout cela en détail dans peu de temps à travers un cas clinique. Mais c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on est tous un peu des grands enfants et on a tous grandi avec nos schémas infantiles qui nous collent à la peau. On a tellement grandi avec qu'évidemment, on a du mal à s'en séparer. Et que lorsque ceux-ci deviennent rigides, c'est ça qui provoque la consultation chez le psy. En gros, les patients viennent nous voir lorsqu'ils n'arrivent pas à avancer dans leur vie et qui sont empêchés par des vieux réflexes archaïques, par des répétitions négatives qui les empêchent d'avancer comme ils le souhaiteraient. Et c'est pour ça que les gens, bien sûr, viennent nous consulter. Et donc, finalement, l'idée globale d'une psychothérapie, c'est de prendre en compte le fait que l'adulte que l'on est tous devenus doit aussi apprendre à prendre soin de l'enfant intérieur qui est toujours présent en chacun de nous. Alors, comme je le disais, quand on devient adulte, donc la donne change, hein, on n'est plus dans cette dépendance absolue. Ça veut dire que finalement, on est responsable de soi, hein, et on peut essayer de contribuer le plus activement possible, et c'est ce qu'on essaye chacun de faire, à atteindre une bonne santé mentale, ou en tout cas à sauvegarder notre bonne santé mentale.
Mais lorsque ça ne se passe pas bien et lorsqu'on n'y arrive pas, eh bien, c'est la psychothérapie qui est capable d'aider à assouplir ces fameux schémas rigides d'enfance dont on n'est pas capable de se séparer et qui nous empêchent d'avancer comme on l'aimerait, comme on le voudrait sur notre chemin de vie. Alors, juste, je voudrais vous parler de Laurine. Donc, Laurine est une de mes patientes que je suis en ce moment et je vais vraiment vous raconter son parcours et je vais vous dire exactement où on en est aujourd'hui du travail qu'on fait ensemble, exactement sur ce sujet de répétition des scénarios de vie. Laurine a 40 ans et elle vient me voir parce que, ce qui déclenche en tout cas sa venue, c'est qu'elle elle est victime pour la deuxième fois de sa vie de harcèlement moral au travail, d'un harcèlement sévère qui a été instauré par sa chef, sa N+1. Et Laurine m'est envoyée par un médecin généraliste avec lequel je travaille depuis de nombreuses années. Et donc, elle est victime de harcèlement et elle me dit, je ne crois pas aux coïncidences et je ne supporte plus de vivre en courbant les chines et en pleurant tous les soirs. Et elle me dit également, voilà, j'ai tendance à fuir les problèmes. Je les fuis de deux manières. Devant la télévision, elle est capable de rester toute une journée dans les écrans, devant la télévision ou devant sa tablette. Et je mange pour du réconfort. Donc, Laurine souffre également d'un trouble du comportement alimentaire. Et ce qui fait qu'elle a pris beaucoup de poids depuis 2 ans. Elle pèse aujourd'hui 95 kilos pour environ 1,60 m. Donc, elle est en surpoids important et elle est très malheureuse, évidemment, par rapport à cette situation. Alors, je voudrais vous expliquer un petit peu le point de départ d'une TCP, donc d'une thérapie cognitive processuelle. On va finalement chercher à analyser une situation qu'on appelle une situation problème. Et j'ai demandé à Laurine de m'apporter une situation dans laquelle elle juge qu'elle est dans ses problèmes, que ces problèmes se révèlent au grand jour dans cette situation. Et vous allez voir que c'est intéressant parce que la situation qu'elle m'a amenée m'a beaucoup étonnée dans la mesure où elle n'avait pas de rapport avec le problème de harcèlement qu'elle vivait au travail. Elle n'avait pas non plus de rapport avec ses problèmes alimentaires. Et en plus de ça, vous allez voir qu'à première vue, cette situation qu'elle a amenée semble très anecdotique, même très anodine, alors que vous allez voir qu'elle a creusé le sujet. En fait, elle ne l'était, mais alors pas du tout. Donc, je vous montre ce schéma qu'on appelle un diagramme de conceptualisation. Qu'est-ce que c'est que ce diagramme? Eh bien, c'est un schéma qui va nous permettre de comprendre à 3 niveaux. Vous voyez, on a un niveau 1 ici, qui est le niveau directement observable, conscient. Un niveau 2, déjà, on va dire préconscient. Et un niveau 3, inconscient. Et on va essayer de comprendre, on va essayer de conceptualiser un cas clinique, une problématique d'un patient. Et vous allez voir qu'on va comprendre la globalité de la problématique de Laurine grâce à ce diagramme. Donc là, je vous parlais d'une situation qu'elle m'apportait. Elle m'apporte la situation qu'elle doit faire ses valises pour partir en vacances. Vous voyez qu'il n'y a rien de plus anodin que cela. Et vous allez voir ce qui se passe quand on creuse cette situation. Donc, cette situation qu'elle vit, elle doit partir en vacances, elle fait ses valises. Et cette situation amène une pensée, qu'on appelle une pensée automatique, qui est qu'elle se dit, il ne faut rien oublier et il faut que tout soit parfait. Et elle adhère à 100% à cette pensée qui est très forte en elle, ce qui fait que cette pensée provoque une forte angoisse, vous voyez, à 80%. Ce qui fait que du coup, ça l'épuise. Vous voyez, sa réaction physiologique, c'est qu'elle ressent de la fatigue, de l'épuisement. Et sa réaction comportementale, ben, qu'est-ce qu'elle fait dans cette situation? Elle décide de faire du grand ménage et elle me dit, je scanne toute la baraque, je fais du ménage, mais je finis devant la télé, tellement elle est épuisée à la fin. Donc, vous voyez que là, on retrouve le problème quand même qu'elle évoquait de dépendance aux écrans. Alors ça, c'est le niveau 1 de la problématique. Vous voyez qu'il y a des petites flèches dans tous les sens. Et vous voyez qu'en fin de compte, ce qui est important surtout, c'est de comprendre que cette situation qui amène des pensées automatiques, eh bien, cette situation n'amène pas directement. Vous voyez, on a une flèche pointillée ici.
n'amène pas directement des pensées, mais qu'il se passe bien quelque chose à un niveau beaucoup plus profond ici. Vous voyez, cette situation vient réveiller un schéma inconscient qui se trouve ici au 3e niveau, qui fait que du coup, hop, ça se transforme en pensée consciente. D'accord? Donc là, on ne voit que la partie visible de l'iceberg, mais on va creuser un petit peu plus profondément et on va regarder ce qui se passe au niveau 2. Et au niveau 2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va demander un petit peu ce qui se passe à la patiente. On va lui dire, mais qu'est-ce que c'est que ce comportement que vous avez ici, là? Vous voyez la grosse flèche qui rejoint? Qu'est-ce que vous diriez que c'est que ce comportement que vous avez à faire du ménage, à scanner la maison, etc., etc. Et elle me dit, eh bien, j'ai tendance à vouloir tout prévoir, tout contrôler, être parfaite et irréprochable. Et effectivement, on voit que là, elle pense qu'il faut que tout soit parfait. Et là, on va aller chercher ce qu'on appelle la croyance conditionnelle. Vous savez, on a tous un niveau un peu préconscient, on a tous des raisonnements de type si alors, c'est-à-dire si je fais ceci, alors il va se passer cela. Et là, qu'est-ce qui se passe chez Laurine? Eh bien, elle nous dit, si je ne prévois pas tout, alors je serai déçue de moi-même au point de gâcher mes vacances. Et en plus, on pourrait me faire des reproches. Donc, ça explique pourquoi c'est très important pour elle de faire du grand ménage, de scanner toute la baraque, de faire tout ce qu'il faut pour que tout soit parfait. Alors là, on est, vous voyez, à un niveau un peu plus profond, on comprend ce qu'on appelle la croyance conditionnelle, donc le si alors. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller chercher ce qui se passe au niveau 3. Et pourquoi est-ce que ça l'angoisse autant d'avoir à faire ses valises pour partir en vacances? Et on va aller chercher qu'est-ce que ça dit d'elle, ce qu'elle se dit ici. Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces pensées? Eh bien, il y a « je n'ai pas le droit d'exister ». C'est-à-dire qu'elle croit à 100%, cette personne-là, qu'elle n'a pas le droit d'exister. Donc, si on reconstitue sa logique à elle, c'est qu'elle doit faire ses vacances, ses valises pour partir en vacances. Ça active cette sensation très profonde de ne pas avoir le droit d'exister, qui fait qu'elle se dit que justement pour exister, il ne faut rien oublier, il faut que tout soit parfait. Mais évidemment, tout ça provoque de l'angoisse, l'épuise et elle capitule à la fin et elle finit devant la télévision. Donc là, on a le scénario complet, vous voyez, à travers ce diagramme de conceptualisation. Et à quoi sert le comportement de sécurité? Le fait de tout prévoir, de tout contrôler, de vouloir être parfaite. Eh bien, ça va lui permettre de faire 2 choses, de diminuer l'angoisse et de mettre sous le tapis cette sensation de ne pas avoir le droit d'exister. Parce que si elle est parfaite, alors elle se sent un petit peu plus exister. Vous voyez un petit peu comment on peut tous avoir des comportements qu'on appelle des facteurs de maintien, c'est-à-dire des comportements qui sont ici au niveau 2 et qui cherchent à contrôler l'émotion au niveau 1 et mettre à distance la croyance centrale négative ou le schéma négatif au niveau 3. Alors, je vais encore développer pour que vous compreniez encore mieux tout ça. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a rempli ce tableau? Ça prend à peu près 2 ou 3 séances avec le patient. Eh bien, on va aller creuser cette croyance centrale négative, puisqu'on va considérer que cette croyance inconsciente, elle est le chef d'orchestre de toute cette mécanique géante qui tourne en boucle. Et là, on voit le scénario qui tourne, et qui tourne sur lui-même en permanence, et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, je vous explique la suite. Donc là, c'est un petit schéma. Normalement, il devrait tourner, mais là, il ne marche pas. Je ne pense pas que vous le voyez s'animer. Mais normalement, il y a des petits rouages là. Non, vous ne le voyez pas s'animer non plus. Voilà, c'est à cause de Zoom, je pense, que ça bloque ça. Mais en tout cas, voilà. C'est juste pour résumer que dans le cerveau humain, on a des croyances centrales, niveau 3. On a des émotions, niveau 1. On a des présupposés sous-jacents, niveau 2. Et des pensées automatiques, niveau 1. Et que tout ça est un mécanisme comme une sorte de rouage bien huilé qui tourne sur lui-même en permanence et qui se répète en permanence. À partir de là, eh bien, on va essayer de donner du sens à tout ça et essayer de chercher avec Laurine l'origine de cette croyance. Cette croyance qui est « je ne dois pas exister, je n'ai pas le droit d'exister ». Eh bien, d'où ça vient ça? Et ça, c'est évidemment une exploration qu'on a ensemble quand on remonte le plus loin possible et quand je lui demande, mais
au plus loin que vous puissiez vous rappeler, quand est-ce que vous avez commencé à avoir cette idée dans votre tête que vous n'aviez pas le droit d'exister? Et elle me dit, quand j'avais 5 ans, ma petite sœur est née et ma mère n'en pouvait plus parce que ma sœur pleurait tout le temps. C'était une enfant qui pleurait beaucoup. Et elle me dit, ma petite sœur était chiante, mais elle avait toute l'attention des parents. Et elle me dit aussi, je me souviens avoir entendu ma mère pleurer le soir et me dire, je suis épuisée. Et j'ai donc intégré l'idée, il faut que je sois irréprochable pour ne pas la fatiguer encore plus. Donc, dès l'âge de 5 ans, cette petite fille a intégré qu'elle devait se faire toute petite pour ne pas fatiguer sa maman. Et là, on est dans un réflexe de survie. Si j'ai une maman fatiguée, alors je ne peux pas vivre, si je suis une petite fille de 5 ans. Si ma maman est fatiguée, et si elle ne peut plus m'élever, si elle ne peut plus s'occuper de moi, je ne peux plus vivre. Donc, cette petite fille a intégré qu'il ne fallait pas faire de caprice, voyez, qu'il ne fallait pas montrer de jalousie vis-à-vis de sa petite sœur. Et elle me dit, en gros, je ne devais pas exister pour ne pas fatiguer mes parents. Donc, vous voyez, on donne vraiment du sens et on se rend compte à partir de cet événement qui semble anodin de devoir faire des valises pour partir en vacances, comment ça va venir activer un schéma central négatif très profond chez une patiente et un schéma qui s'est constitué vraiment très tôt dans l'enfance. Qu'est-ce qui se passe une fois que les schémas se constituent dans l'enfance? Eh bien, après, ils ne font que se renforcer tout au long de l'enfance, à l'adolescence et ensuite à l'âge adulte. C'est ce que je vais vous montrer. Et c'est comme ça que je vais vous montrer comment on répète toujours les mêmes scénarios. Eh bien, par exemple, à l'âge de 6 ans, Laurine me raconte que survient le décès de son grand-père paternel. Et là encore, me dit-elle, je suis montée dans ma chambre, j'ai pleuré et je me suis dit, il ne faut pas que je leur montre ma tristesse parce qu'ils en ont déjà assez des soucis. Et elle me dit, je ne réfléchissais pas comme une enfant de 6 ans et c'est à cet âge-là que s'est écrasée ma personnalité et que je suis devenue ce qu'il fallait être. Ce qu'on pourrait appeler le faux self aussi en psychologie. Je ne pleurais que la nuit quand personne ne pouvait m'entendre. Donc là encore, elle ne crée pas de soucis à ses parents et elle garde pour elle sa tristesse. Donc, Laurine, de fil en aiguille, se construit avec cette croyance de plus en plus forte qui est « je n'ai pas le droit d'exister ». Ça m'a fait penser à cette image de marcher dans le désert finalement et c'est comme ça que j'ai voulu illustrer cette croyance profonde chez Laurine. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'âge adulte? Ce que me dit ma patiente, c'est ça fait longtemps que je me trimballe l'idée qu'il faut que j'existe en silence pour les autres. Par exemple, elle me dit, voilà, j'ai avorté 3 fois pour ne pas déplaire parce que les enfants que j'attendais, c'était pas avec le bon papa, pour ne pas déplaire à ses parents, bien sûr. Encore aujourd'hui, je dois toujours plaire à mes parents et ne pas leur causer de soucis supplémentaires. Elle a 40 ans aujourd'hui et vous voyez, on a encore la petite fille de 4 ans qui parle quand elle dit ça. Donc, quel est le problème aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'elle vient consulter? Hop. Elle me dit, ça se traduit aujourd'hui par « je ne dois pas fatiguer les autres ». Je suis tout l'inverse de quelqu'un de calme. Je fais étouffer ce que je ressens, donc ça va sortir de manière désordonnée. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, je mange. C'est un moment pour moi pour enterrer des couches d'émotions. Donc, c'est ce qu'on appelle en psychologie un trouble du réconfort, c'est-à-dire que la nourriture est censée venir la réconforter. Mais on voit que, évidemment, ce n'est pas efficace du tout. Et donc, j'ai pris énormément de poids ces dernières années. Alors, ce scénario de vie donc, amène ma patiente aujourd'hui deux problématiques qui la poussent finalement à venir consulter. Pourquoi est-ce qu'elle vient me voir? Comme je vous le disais, c'est parce qu'elle subit pour la 2e fois un harcèlement moral au travail qui est très, très, très grave. Elle subit beaucoup de pression, d'humiliation, de reproches de toutes sortes de la part de sa N+1. Et elle a pris du poids, comme je vous le disais, parce qu'elle est sujette à des compulsions alimentaires. Et donc, la boucle est bouclée puisqu'elle me dit j'ai encore moins le droit d'exister puisque je suis une grosse vache. Tout ça, je ne change pas un mot, bien sûr, à ce qu'elle me dit. Donc, vous voyez comment les scénarios et les croyances profondes infantiles grandissent avec l'enfant
et sont toujours présentes à l'âge adulte et même se renforcent en fait tout au long des années. Voyez? Donc, j'ai encore moins le droit d'exister, encore moins que quand j'étais petite. Donc, vous voyez comment on est dans quelque chose qui tourne vraiment de manière comme un cercle vicieux qui tourne en rond. Donc, vous voyez à quel point les patients sont enfermés là-dedans et comment tout seuls, ils ne peuvent absolument pas trouver la sortie de secours. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et là, je vais vous parler aussi un peu de vous et moi, parce qu'on a tous des scénarios inconscients, on a tous des croyances profondes, plus ou moins ancrées et plus ou moins invalidantes dans nos vies. Eh bien, l'être humain utilise des mécanismes inconscients qui sont automatiques, qui permettent de vivre le moins mal possible avec ces schémas-là. Alors, j'appelle ça des fausses solutions, parce que vous allez voir que ça ne marche pas du tout. Mais en tout cas, le but, c'est toujours de souffrir le moins possible. Le résultat, c'est que, comme vous venez de le voir, les schémas ou les croyances profondes se rigidifient et perdurent. Et c'est pour cela que ce sont les thérapies qui sont centrées sur les schémas qui sont capables d'y remédier. Alors, quand je parle de schéma ou de croyances centrales négatives, j'utilise des termes qui sont synonymes. Alors, il y a un auteur connu qui s'appelle Jeffrey Young, qui est un chercheur canadien qui s'est beaucoup intéressé, qui s'intéresse encore beaucoup aujourd'hui à ces schémas inconscients ou à ces croyances inconscientes. Et il nous explique qu'il y a 3 types d'adaptation à ces schémas, c'est-à-dire que l'être humain réagit de 3 manières différentes par rapport à ces schémas. Soit il va se soumettre, c'est-à-dire il va obéir aux schémas, soit il va chercher à les éviter, soit il va contre-attaquer. Je vais vous l'expliquer plus en profondeur. Mais en tout cas, ces 3 styles d'adaptation sont ce qu'on appelle des facteurs de maintien qui expliquent pourquoi on répète en permanence les mêmes scénarios de vie. Alors, je vais vous expliquer en revenant sur Laurine, en revenant vraiment dans son histoire et vous allez comprendre ce qui se joue. Hop, voilà. Donc, comme on le disait tout à l'heure, la croyance centrale négative de Laurine ou son schéma négatif, c'est « je n'ai pas le droit d'exister ». Alors, je vous ai dit qu'il y avait 3 styles d'adaptation. La soumission. La soumission, ça consiste à obéir à cette croyance, c'est-à-dire à se soumettre à cette croyance, comme si elle était vraie à 100% et qu'il fallait vraiment tout faire pour qu'elle puisse être validée tout le temps. Et qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là, Laurine, par rapport à sa croyance? Eh bien, elle n'a pas le droit d'exister, donc elle se laisse malmener par sa chef toxique. Ok, elle reste dans un métier qui rassure ses parents, mais qu'elle n'aime pas du tout. Et elle ne contrarie pas son fils qui fait des caprices. Elle a un petit garçon qui a 3-4 ans. Et voilà, elle n'est pas capable de lui mettre des limites. Donc là, c'est ce qu'elle fait pour obéir à sa croyance. Je n'ai pas le droit d'exister. Dans le deuxième style d'adaptation, elle fait également des évitements, c'est-à-dire qu'elle va faire tout pour ne pas ressentir les émotions liées à sa croyance. Donc, elle va chercher à l'éviter. Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle a 2 stratégies. Les compulsions alimentaires. Donc, pour mettre à distance ses émotions, elle va avoir recours à la nourriture, donc aux aliments gras et sucrés, évidemment, de préférence. Ce sont des aliments réconfortants, bien sûr. Et elle va regarder des séries à la télévision toute la journée et ne pas sortir et ne voir personne. Donc là, elle est dans l'évitement total. Si elle ne sort pas, si elle ne voit personne, alors elle met à distance cette impression, cette croyance qu'elle n'existe pas. En tout cas, qu'elle n'a pas le droit d'exister. Et puis, sa 3e stratégie d'adaptation, la contre-attaque. Elle va contre-attaquer cette croyance également en faisant l'inverse de sa croyance pour se sentir exister. Par exemple, elle va se mettre en colère contre son mari assez facilement et elle va s'emporter facilement. Elle va devenir agressive lorsque il ne répond pas à ses besoins, par exemple. Elle va aussi mentir à ses parents sur sa situation professionnelle puisqu'elle va vouloir changer de travail, mais elle n'ose pas le dire à ses parents. Et surtout, elle va se mettre énormément de pression pour tout et elle va vouloir être parfaite. Ça rejoint ce qu'on a vu dans le diagramme tout à l'heure. Chercher la perfection, c'est une manière pour elle de contre-attaquer ce sentiment de ne pas exister. Puisque quand elle se met beaucoup de pression, elle a le sentiment d'exister justement. Quand elle engueule son mari, ça lui donne le sentiment d'exister.
quand elle ment à ses parents également. Vous voyez, elle est dans la contre-attaque de sa croyance. Donc, tous ces facteurs-là, soumission, évitement, contre-attaque, sont des facteurs de maintien du trouble. C'est-à-dire que plus Laurine va chercher à se bagarrer finalement contre ses croyances négatives, par tout un tas de stratégies qui sont sur cette slide, plus elle va maintenir en l'état cette croyance négative sur elle-même. Et c'est comme ça qu'elle va répéter à l'infini ces scénarios. Alors, je voudrais vous dire quelques mots sur, du point de vue du thérapeute, quelles sont les difficultés que rencontrent les thérapeutes justement pour aider ces patients. Parce que comme vous voyez, puisqu'on est dans des scénarios qui sont quand même très automatiques et surtout qui sont ancrés depuis le plus jeune âge. Donc, c'est très compliqué. Donc, ce sont des scénarios qui sont devenus rigides dans le temps. Et donc, l'approche est complexe. Tout ça se passe dans des structures mémorielles, dans un cerveau qui ressent mais qui ne pense pas. En fait, on se situe dans le cerveau émotionnel, dans le système limbique, puisque ces schémas se sont constitués à partir de souvenirs, en fait, à partir d'événements qui se sont produits depuis la plus petite enfance et qui se sont gravés dans ce système mémoriel et qui perdure évidemment dans ce cerveau qui est un cerveau archaïque finalement, un cerveau qui ressent. La deuxième complexité vient du fait que les schémas se battent toujours pour perdurer. Ça semble un peu bizarre comme ça parce que ces schémas sont quand même des schémas, on va dire, plutôt négatifs, qui n'aident pas à s'épanouir. Et pourtant, paradoxalement, ils se rigidifient avec le temps et inconsciemment, on fait tout pour qu'ils perdurent. Troisième complexité, c'est qu'on se trouve dans une partie du cerveau qui fonctionne en mode automatique, c'est-à-dire en mode réflexe. Donc, on n'est pas du tout dans je décide de me comporter comme ci ou comme ça, mais on est dans plutôt je subis le fait de me comporter comme ci et comme ça. Donc, ça veut dire que le raisonnement logique ne résout rien. On peut très bien se dire, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai tort de choisir toujours des conjoints qui ne sont pas disponibles et qui vont finir par m'abandonner. Je peux me le dire consciemment, ça ne résout absolument pas le problème. Et également, comprendre d'où vient le problème, c'est important, mais ça ne résout rien non plus. C'est-à-dire que concernant Laurine, on a identifié l'origine de son problème, mais tant qu'on ne le travaille pas en psychothérapie, son problème va perdurer. Et évidemment, tout cela n'a aucun lien avec la volonté. Donc, ça explique pourquoi, d'une part, les patients ne s'en sortent pas tout seuls, mais pourquoi les thérapeutes aussi ont besoin de développer des compétences ciblées par rapport à cette problématique et par rapport à ces schémas. Donc, ça, c'est ce que vous illustrez par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Je disais que les schémas étaient des structures mémorielles qui sont gravées dans un cerveau archaïque, vous voyez, à peu près à ce niveau-là du cerveau, au niveau du système limbique. Et donc, on n'est pas dans un cerveau comme le cortex, qui est le cerveau qui pense et qui est capable de réfléchir et de prendre des décisions. On est dans un cerveau qui ressent. Et donc, pour ces raisons-là, on ne peut pas faire appel à la volonté pour traiter le problème. Alors, les conséquences pour les patients, évidemment, elles sont importantes. Ce qui se passe, c'est que nos patients qui viennent nous voir, ils veulent changer, ils veulent résoudre leurs problèmes, mais en même temps, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce qu'ils ont bien le sentiment que si on ouvre la boîte de Pandore, ça va être douloureux et ça va être compliqué d'opérer des changements profonds. Donc, les patients sont toujours ambivalents. Ils sont toujours ambivalents sur le travail qu'on leur propose. Et du coup, cette ambivalence, ils vont l'exprimer à travers beaucoup de résistance qui va se traduire par des comportements. Je vous ai mis quelques exemples de comportements que nous, les thérapeutes, on voit souvent chez nos patients. Oublier des rendez-vous, tout simplement. Passer d'un sujet à l'autre, d'une consultation à l'autre, sans fil conducteur. C'est une manière aussi d'éviter de rentrer en profondeur dans les sujets.
Le manque d'observance, le manque d'implication dans la thérapie. Hein, par exemple, en TCC, nous, on prescrit souvent des tâches entre les séances et les patients, on va oublier de faire leurs tâches ou vont les faire à moitié, etc. Et puis parfois même la mise en cause des compétences du thérapeute. Hein, il peut y avoir des patients qui vont dire, voilà, ça fait tant de temps que je viens vous voir et il n'y a toujours pas de résultat. Mais le problème, c'est qu'on est face à des résistances plus ou moins conscientes, parfois souvent inconscientes, mais qui font que, en effet, ça coince et ça résiste. Et ça, c'est une grande souffrance pour les patients, mais aussi pour les thérapeutes qui parfois se sentent impuissants face à ces phénomènes-là. Donc voilà, je vous en parle un petit peu maintenant des conséquences pour le thérapeute. Donc du coup, ça fait que les thérapeutes, lorsqu'ils sont confrontés à ces difficultés-là, ils peuvent douter de leur propre légitimité. Hein. Est-ce qu'ils vont réussir à aider ces patients-là? Est-ce qu'ils sont légitimes pour les aider? Ils vont évidemment douter de leurs compétences quand ça bloque. Et parfois, en réaction, ils vont aussi chercher à se surinvestir, par exemple, en discutant avec des collègues, par exemple, faire des séances plus longues, essayer par tous les plein de moyens, essayer plein de techniques, etc., avec un risque évidemment d'épuisement, de burn-out, parce que quand on se surinvestit dans notre travail, forcément, on s'épuise. Et puis, parfois, des échecs thérapeutiques, quand vraiment on voit qu'on n'y arrive pas. Donc, ça a quand même des conséquences, évidemment, pesantes pour les patients et pour les thérapeutes. Alors, voilà, à partir de là, comment est-ce que la TCP peut aider le patient et qu'est-ce qu'on va faire? Le patient, déjà, va prendre conscience, comme je vous l'ai montré, de ses croyances centrales négatives qui sont à l'origine de sa problématique. Donc, grâce à l'analyse qu'on va faire avec eux et, par exemple, au tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Il va prendre conscience de ces facteurs de maintien. Qu'est-ce qui fait que tout cela n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que tout cela perdure dans le temps? Donc, on va faire beaucoup de psychoéducation avec nos patients. On va leur expliquer tout ce que je viens de vous expliquer. Et donc, le patient va se décentrer pendant toute la thérapie. Vous allez voir grâce à une métaphore que je vais vous montrer tout à l'heure. Il va donc permettre, cette métaphore et cette décentration vont permettre de progresser en douceur. On fait un travail en profondeur parce qu'on va aller à l'intérieur des schémas inconscients, mais on va faire ça très en douceur pour que le patient accepte ce travail et qu'il puisse débloquer les résistances. Et il va apprendre, le patient, à observer les changements concrets qui vont s'opérer dans sa vie. Et quand est-ce que le patient a terminé sa thérapie? Donc, quels sont les indicateurs qui montrent que le patient a terminé sa thérapie? C'est quand la croyance centrale négative est assouplie, quand le patient ne croit plus à 100% à sa croyance négative, quand au contraire une croyance centrale positive s'active à la place de la croyance négative, il n'a plus besoin d'avoir recours à des évitements divers et variés, et quand il n'a plus d'obstacles majeurs pour construire la vie qu'il veut avoir et qu'il agit en conséquence de la vie qu'il veut avoir. Donc, quand il n'est plus empêché d'avancer sur sa ligne de vie comme il le souhaite. Alors, comment est-ce que la TCP aide le thérapeute? Finalement, le thérapeute, lui, de son côté, il va avoir un outil de conceptualisation qui va lui permettre de faire apparaître naturellement son plan thérapeutique grâce au diagramme que je vous ai montré tout à l'heure. Il va utiliser une méthode très structurée dans laquelle il ne peut plus se perdre. Je vais vous en parler dans un instant. Il va jouer au sens propre avec son patient. Vous allez voir qu'il y a un aspect très ludique dans la TCP qui va d'ailleurs permettre de beaucoup décentrer le patient, de dédramatiser. À travers le côté ludique, on va permettre au patient de lâcher ses résistances, en fait. C'est-à-dire qu'il va travailler presque sans s'en rendre compte. Le thérapeute va guider son patient pas à pas, mais c'est le patient qui travaille. Donc, c'est une économie d'énergie pour le thérapeute. Et le thérapeute va connaître les différents indicateurs pour vérifier que la thérapie avance et savoir à quel moment elle est terminée. Alors, d'où vient la TCP? Donc, la TCP a été créée par un professeur brésilien. La TCP existe depuis une dizaine d'années environ, commençait à se développer en Amérique du Nord et du Sud. Donc, le professeur Irismar Reis de Oliveira
donc qui est professeur de psychiatrie au département neurosciences et santé mentale à l'université de Bahia, à Salvador, donc au Brésil. Et en fait, à partir du roman de Franz Kafka, ce professeur a eu une idée de construire un modèle thérapeutique très intelligent. Et il faut que je vous raconte un petit peu l'analogie avec le roman de Kafka, Le procès. Peut-être que vous avez lu ce roman. Ça raconte l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Joseph K. et qui apprend un matin qu'il est accusé. Il est accusé, mais il ne sait pas de quoi. Et pendant tout le roman, il essaye de savoir de quoi on l'accuse, mais il n'arrive pas à avoir de réponse. Et l'histoire termine très mal puisqu'il est condamné à mort. Et en fait, en lisant ce roman, le professeur De Oliveira s'est dit, mais finalement, c'est exactement la même chose qui arrive à nos patients. C'est-à-dire que nos patients s'auto-accusent de tout un tas de croyances centrales négatives, diverses et variées. Par exemple, chez Laurine, c'est « je n'ai pas le droit d'exister », mais ça peut être aussi « on ne peut pas m'aimer », ça peut être je suis une mauvaise personne », ça peut être « je suis incompétent », je suis un imposteur, etc. etc. Nos patients eux-mêmes s'auto-accusent d'une manière inconsciente, donc sans pouvoir se défendre finalement. Et si tout au long de leur vie, ils n'ont pas conscience de ces auto-accusations inconscientes qu'ils se portent à eux-mêmes, eh bien, ils sont condamnés à vivre avec cela toute leur vie et ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc voilà un petit peu l'analogie entre le procès de Kafka et la thérapie cognitive processuelle. Et je vous parlais tout à l'heure d'une métaphore. Eh bien, on va utiliser cette métaphore autour de la notion de justice et autour de cette notion de procès. Et du coup, le principe actif qui va permettre à nos patients d'assouplir leurs croyances centrales négatives, ça va être justement cette métaphore. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe chez Laurine et je vais vous expliquer comment on a utilisé cette technique pour l'aider. Donc, comme je vous le disais, Laurine a intégré à l'âge de 5 ans qu'elle n'avait pas le droit d'exister et elle a renforcé cette croyance jusqu'à l'âge adulte, de plus en plus. Et avec cette auto-accusation, finalement, à l'âge adulte, elle est condamnée quelque part à ne pas exister, à sentir qu'elle n'existera pas et qu'elle ne pourra pas avoir le droit d'exister. Donc, c'est comme une auto-accusation. Donc, ça signifie que finalement, Laurine n'est pas en mesure de se défendre toute seule de cette auto-accusation. Alors, hop. Donc dans la TCP, on va lui ouvrir de nouvelles perspectives et on va la décentrer parce que Laurine va être amenée à jouer 4 rôles. Et je vous ai dit qu'on jouait avec le patient, on va vraiment jouer au sens propre du terme. Elle va jouer son propre rôle d'accusée. Elle s'auto-accuse de ne pas avoir le droit d'exister. Elle va aussi jouer à un autre moment le rôle du procureur. Le procureur, dans un procès, c'est celui qui accuse, qui charge la personne. Voilà. Et elle va également avoir l'occasion de jouer le rôle d'un avocat, de la défense, bien entendu. Et au final, d'un membre du jury qui va venir apporter un verdict. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé dans la thérapie de Laurine. Donc, Laurine accusée, entre guillemets. On a fait un premier procès, vous voyez, en septembre 2021, sur la croyance centrale négative, je n'ai pas le droit d'exister. Donc, lorsque j'ai interrogé Laurine sur cette croyance centrale négative, pour savoir à combien elle ressentait ce non-droit d'exister, elle m'a dit, mais je le ressens à 100%. Donc là, on ne peut pas aller plus haut. Et quelles sont les conséquences émotionnelles chez elle de ne pas se sentir le droit d'exister? Eh bien, c'est la colère. La colère, c'est l'émotion qu'elle ressentait le plus fortement. Elle se sent en colère contre, par rapport à cette accusation et elle le ressent à 100% également. Donc, Laurine accusée est accusée de ne pas avoir le droit d'exister et elle est en colère par rapport à ça. Laurine procureur, dans le procès, on a demandé à Laurine de prendre la peau d'un procureur en lui demandant finalement, un procureur dans un procès, c'est quelqu'un qui accuse.
comment vous le voyez? Alors, c'était un homme qui avait l'air sévère, qui avait une soixantaine d'années, qui avait les cheveux gris, etc. Donc, le patient va incarner ce rôle de procureur et on va lui demander à Laurine, ben voilà, allez-y, procureur, dites-nous pourquoi Laurine n'a pas le droit d'exister. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que Laurine n'a pas le droit d'exister? Eh bien, pourquoi? Et bien, voilà ce que dit le procureur, voilà ce que dit Laurine, procureur. Elle n'a pas le droit d'exister parce que elle n'est pas belle, elle est trop gentille, elle n'est pas sûre d'elle, elle est différente des autres, il lui manque de la grâce et de la beauté. Quand on la regarde, ça provoque du rejet et du dégoût. Elle n'est pas un bon exemple de prise en charge de son corps et de respect de soi. Vous voyez, là, on a une auto-accusation qui est verbalisée à travers ce personnage de procureur. Et vous voyez à quel point ce procureur est sévère envers Laurine. Et vous voyez, en fin de compte, on voit sur quoi repose cette auto-accusation. Et vous voyez un petit peu l'image qu'elle a d'elle-même à travers les propos de ce procureur. Donc, une fois que le procureur a pu exprimer les raisons de cette accusation, on a demandé à Laurine de changer de rôle et de prendre le rôle d'un avocat ou d'une avocate. Et là, elle a eu, c'est le patient qui choisit son avocat et on lui demande finalement qui serait un avocat ou une avocate qui serait en mesure de vous défendre de manière efficace. Vous allez choisir le meilleur avocat pour vous, qui serait la meilleure personne en mesure de vous défendre. Et donc, elle a pris une femme de 35 ans, très dynamique, et qui a cherché, bien sûr, à la défendre et qui dit, ben voilà, pourquoi est-ce que Laurine est une personne qui a le droit d'exister? Eh bien, c'est parce que ses amis l'aiment beaucoup. Ils le lui disent, ils le lui montrent, ils l'appellent, ils ont envie de la voir régulièrement. Également parce qu'elle est maman d'un petit garçon qui l'aime de tout son cœur et qui a besoin d'elle. Son projet professionnel montre son implication pour aider les autres. Elle a à cœur de prendre soin des autres et elle essaye de faire le bien autour d'elle. Elle a un sens civique développé. Donc voilà un petit peu la plaidoirie de l'avocate qui est là pour montrer que Laurine, au contraire, est une personne qui a le droit d'exister. Vous voyez, c'est le patient. Hein. Nous, on recueille un petit peu les données, mais c'est le patient qui fait ce travail-là. Et une fois que avocat et procureur ont pu s'exprimer, eh bien, on réunit des jurés. Et Laurine et moi, nous allons délibérer ensemble en tant que jurés. Et là, la consigne, c'est que les jurés dans un procès sont des personnes qui sont totalement impartiales, qui sont là ni pour accuser ni pour défendre, mais qui vont devoir amener un verdict et surtout analyser en profondeur le dossier pour savoir qui a dit quoi et qui a prouvé quoi. Et là, comme on fait de la psychologie, eh bien, on va aller chercher des éléments très importants qui sont combien de distorsions cognitives, c'est-à-dire combien de fois le procureur ou l'avocat a-t-il eu des arguments qui ne tiennent pas la route, qui sont des biais cognitifs ou des distorsions cognitives. Si vous ne connaissez pas ce terme, vous pouvez regarder sur Internet facilement et vous trouverez la définition des distorsions cognitives. Donc, en tout cas, ce sont des biais de pensée, ce sont des erreurs de raisonnement. Donc, ce sont des pensées qui ne sont pas logiques, qui contiennent vraiment des erreurs importantes. Donc, combien de distorsions cognitives ont commis le procureur et l'avocat? Quelles sont ces distorsions? Et puis, qui a pu apporter des faits ou des preuves irréfutables? Et là, le verdict était sans appel puisque le procureur avait fait 30 distorsions, donc ce qui est énorme. Donc, ça voulait dire que la plaidoirie du procureur reposait uniquement sur des biais cognitifs, sur des erreurs. Donc, on ne pouvait pas accepter ces erreurs, évidemment. Et l'avocat, lui, avait fait 2 distorsions, mais surtout, il avait apporté des faits, des preuves, des faits concrets. Et donc, en tant que juré, Laurine et moi, nous sommes mis d'accord pour dire que vraiment, l'accusation du procureur ne tenait pas la route et qu'on allait déclarer Laurine non coupable de ne pas avoir droit d'exister. Je vous fais un résumé du procès, parce que bien entendu, il y a beaucoup d'étapes pour en arriver là, mais en tout cas, le verdict était sans appel. Donc, le procès
permet de travailler sur différents processus qui sont très importants dans la thérapie, d'activer au maximum la croyance centrale négative à travers le personnage du procureur, de mettre ensuite en place un système de défense efficace fondé sur des preuves à travers le personnage de l'avocat, ce qui va permettre d'instiller du doute sur cette croyance centrale négative et notamment au moment du délibéré des jurés, puisque le patient va se rendre compte que sa croyance ne repose que sur des distorsions cognitives, donc sur des preuves qui n'en sont pas, en fin de compte. Et au final, ce procès va permettre d'activer chez le patient une croyance centrale négative qui va venir remplacer la croyance négative. Et c'est la suite logique du verdict des jurés, puisque les jurés considèrent que cette croyance est fausse, cette accusation est fausse, qu'est-ce qui serait vrai? Eh bien, qu'est-ce qui serait vrai? C'est qu'elle a tout à fait le droit d'exister. Donc, on a deux objectifs avec ce procès au niveau thérapeutique. Un objectif curatif, c'est-à-dire de déstabiliser profondément ce système en boucle, ce système de croyance centrale négative, vraiment de mettre un grand coup de pied dans le système. Mais on a aussi un objectif diagnostique qui est qu'à chaque appel, puisqu'il va y avoir des appels du procès, il va y avoir plusieurs procès, eh bien, on va savoir exactement comment progresse le patient et où est-ce qu'il en est à deux niveaux, c'est-à-dire son niveau d'adhésion à la croyance négative, elle va baisser petit à petit, et son niveau émotionnel, la colère par exemple chez Laurine, qui est associée à cette croyance, qui va bien sûr baisser petit à petit, donc on va venir assouplir tout le système. Alors je vais vous donner les résultats de Laurine. On a fait un procès et un appel. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un appel? C'est parce que le procureur perd son procès, hein, et puisqu'il perd son procès, c'est normal qu'il fasse appel et qu'il réessaye une deuxième fois de venir prouver qu'elle n'a pas le droit d'exister. Au début du premier procès, en septembre 2021, on avait donc, comme je vous le disais, 100% de croyance sur la croyance négative, 100% de colère. Et à la fin de l'appel, on se retrouve en décembre 2021, vous voyez, il n'y a pas si longtemps. Et là, vous voyez, tout est redescendu à 0%. Donc là, c'est vraiment pas toujours le cas, hein. Il y a certains patients qui ne redescendent pas forcément à 0%. Mais là, en décembre 2021, Laurine ne croit plus du tout qu'elle n'a pas le droit d'exister. Elle n'est absolument plus en colère, évidemment, puisqu'il n'y a plus de croyance centrale négative. Quand on reprend le diagramme de conceptualisation du début, eh bien, qu'est-ce qu'on a activé? On a activé la croyance centrale positive, vous voyez, qui vient remplacer cette croyance négative, qui est la croyance centrale positive, j'ai le droit d'exister. Donc là, c'est vraiment un moment très fort, évidemment, dans la thérapie, où la patiente a complètement changé son scénario. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à prévenir la rechute. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ces croyances sont très ancrées. Et si on s'arrêtait là, elles auraient des chances de revenir. C'est-à-dire qu'au moindre événement de vie, problème personnel, professionnel ou autre, il y a un risque de rechute. Donc, on va toujours travailler la prévention de la rechute. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va activer cette croyance centrale positive. J'ai le droit d'exister, qui est d'ailleurs comme si Laurine allait travailler avec son avocate. Hein. On va prescrire une tâche qu'on appelle la préparation à l'appel. On va préparer l'appel et l'avocate va constituer un dossier. Et elle va devoir tous les jours regarder dans sa vie en quoi elle a le droit d'exister. Et donc, le 7 janvier 2022, vous voyez, il n'y a pas longtemps, la dernière cotation, eh bien, aujourd'hui, Laurine croit à 75% qu'elle a le droit d'exister, c'est-à-dire sa croyance centrale positive est, vous voyez, déjà très activée. Donc, ciblage, on va diminuer au maximum les facteurs de maintien, je vais vous montrer comment. Et on va utiliser un outil qu'on appelle le code couleur qui va nous permettre de préparer ce travail. Donc voilà le code couleur. Le code couleur, c'est de dire au patient, ben voilà, si vous voulez que les choses changent dans la durée, il va falloir arrêter de faire tous les comportements d'évitement, tous les comportements de sécurité qu'on a vus tout à l'heure, les comportements de soumission, de contre-attaque et d'évitement du schéma. Et on va hiérarchiser. Il y a des choses qui sont faciles à faire, qui sont bleues. C'est tout ce qu'on fait dans notre zone de confort. Ça, c'est facile, mais ça ne fait pas progresser. Il y a tout ce qui est vert,
qui est inconfortable, mais qui fait progresser. Et ça va nous intéresser énormément. On va essayer de travailler le vert. Il y a ce qui est jaune. On ne le fait que si vraiment c'est nécessaire, mais c'est très difficile. Et ce qui est rouge, on n'y touche pas. Donc, je vous montre ce que ça donne chez Laurine. Donc, pour résumer, sa croyance centrale négative, positive, pardon, c'est « j'ai le droit d'exister ». Et bien voilà comment Laurine a travaillé en exposition, en zone verte, c'est-à-dire faire des choses possibles pour elle qui la font progresser. Par exemple, on parlait tout à l'heure de soumission. Elle obéissait avant à sa croyance, c'est-à-dire elle se laissait malmener par sa chair toxique au début de la thérapie. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a négocié une rupture conventionnelle. Et là, aujourd'hui, elle n'est plus, évidemment, elle n'est plus exposée à ce harcèlement par rapport à sa chef. Donc, elle a réussi à quitter son job. Donc, ça, c'était déjà une énorme avancée comportementale par rapport à se donner le droit d'exister. C'était se donner le droit de décider de ne plus subir ce harcèlement moral. C'était très important pour elle. Deuxième chose, vous savez, je vous disais tout à l'heure qu'elle était restée dans un métier depuis des années. C'était un métier de la banque qu'elle n'aimait pas du tout, mais qui rassurait ses parents. Eh bien, elle a décidé de démarrer une formation paramédicale. Donc, ça veut dire qu'elle a complètement switché au niveau professionnel et elle est en train de se lancer dans un nouveau métier complètement différent du métier qu'elle faisait auparavant. Donc, enfin, elle s'autorise à 40 ans à avoir le droit d'exister en faisant le métier qu'elle a décidé de faire et qu'elle voulait faire déjà. Alors, elle voulait être médecin. Là, elle ne pouvait pas faire des études de médecine. C'était beaucoup trop long à 40 ans de se lancer dans des études de médecine. Mais du coup, elle a opté pour un métier paramédical qui lui permettait enfin de réaliser son projet professionnel et d'exister à travers son métier. Troisième chose, par rapport à son fils, qu'elle n'osait pas contrarier, qui fait des caprices, qui n'est pas facile parce qu'il est en phase d'opposition, comme tous les enfants, eh bien, elle s'est autorisée aussi à mettre des limites à son fils et à éduquer son fils de manière beaucoup plus satisfaisante. Donc, vous voyez que par rapport à sa soumission, obéir à sa croyance, vous voyez qu'elle obéit plus à sa croyance et qu'elle a mis en place des actions extrêmement importante pour elle et qu'il sent, et là où elle sent vraiment qu'elle s'autorise à exister. Par rapport à ses évitements, à ce qu'elle faisait pour ne pas ressentir les émotions liées à sa croyance, et bien, je vous disais tout à l'heure qu'elle avait tendance à avoir des compulsions alimentaires pour mettre à distance ses émotions, et bien, elle a appris, et je lui ai appris, des techniques de dégustation en pleine conscience. Et elle a appris à manger, à reconnaître ses sensations de faim, de satiété, et à s'autoriser à manger ce qu'elle aime en pleine conscience. Donc ça, c'est un travail en cours qu'elle fait actuellement. Et également par rapport au problème presque d'addiction qu'elle avait aux séries télévision et au fait de ne plus sortir, eh bien, elle regarde des séries, elle s'autorise à regarder aujourd'hui des séries après avoir bien travaillé et après être sortie pour aller en cours, puisqu'elle est en formation maintenant. Et le soir, pour se détendre, eh bien, elle regarde en toute bonne conscience des séries à la télévision, mais vous voyez qu'elle les regarde de manière complètement différente par rapport à avant. Elle subissait cela, maintenant elle le choisit. Par rapport à la contre-attaque, c'est-à-dire faire l'inverse de sa croyance pour se sentir exister, je vous disais qu'elle était souvent assez agressive avec son mari et qu'elle se mettait en colère souvent contre lui. Et bien là, elle a décidé de s'affirmer calmement, de poser les choses et de remettre les choses au point avec son mari pour lui exprimer ses besoins. Et ça a très bien marché puisque le mari vraiment a entendu la demande de sa femme et vraiment a réajusté aussi lui-même son comportement vis-à-vis d'elle. Et à un moment donné, ils étaient quasiment au bord de la rupture. Et là, franchement, tout va bien. Tout se passe bien dans le couple. Donc, c'était aussi très important pour elle. Elle se sent exister également dans son couple. Par rapport à ses parents à qui elle mentait sur sa situation professionnelle, eh bien, elle a fini par leur dire la vérité, c'est-à-dire leur dire qu'elle avait quitté son job et qu'elle avait commencé cette formation. Et donc, elle a affronté l'avis de ses parents qui finalement se sont montrés plutôt positifs et assez encourageants et compréhensifs. Donc, elle était plutôt ravie d'avoir pu dire les choses à ses parents, se rendu compte qu'elle avait peur, mais que finalement, la peur n'était pas si justifiée que ça.
Et par rapport à la pression qu'elle se mettait, ce perfectionnisme très fort qu'elle se mettait au niveau professionnel, eh bien là, elle travaille. C'est un travail en cours, hein. Pour l'instant, on a besoin encore de continuer à le travailler parce que là, elle est en plein partiel, elle vient de terminer ses partiels. Et elle se met encore beaucoup de pression pour réussir. Bon, c'est sûr qu'elle va réussir, mais là, il faut qu'on travaille encore sur ce point-là. Donc, vous voyez, tout n'est pas encore complètement parfait, heureusement, et ça ne sera jamais complètement parfait. Mais vous voyez déjà que la vie de Laurine a complètement changé, son rapport aux autres a complètement changé, son rapport à elle-même a complètement changé. Et on est vraiment on est vraiment en pleine prévention de la rechute, comme vous voyez, à travers toutes ces actions concrètes qu'on mène pour casser les cercles vicieux et les répétitions, les facteurs de maintien de sa problématique. Alors, en conclusion, j'ai bientôt terminé, je vois que le temps court. Juste quelques mots sur les bénéfices de la TCP. Alors déjà, pour les thérapeutes, comme vous avez vu, le thérapeute, à travers cette métaphore du procès, est guidé du début à la fin et les séances s'articulent en fait logiquement et naturellement. La TCP, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi une TCC, c'est aussi une thérapie comportementale et cognitive, mais c'est une thérapie des schémas en même temps, on accentue le travail sur les schémas. Et puis ce fameux côté ludique, structuré, qui embarque le patient finalement dans cette aventure, hein, comme une aventure autour de cette métaphore du procès, dans lequel le patient est très impliqué, il est très impliqué dans sa thérapie et où il progresse à travers cette métaphore qui le permet de mettre les choses à distance, mais justement d'obtenir des changements profonds. Alors pour les patients également, qu'est-ce qu'ils obtiennent les patients au bout du compte? C'est vraiment, et c'est ça le but, c'est un assouplissement réel et durable de leurs croyances centrales négatives dysfonctionnelles. Moi, j'exerce la TCP depuis une petite dizaine d'années et je vois effectivement sur le long terme, les croyances centrales négatives sont vraiment assouplies et si on a bien travaillé la prévention de la rechute, eh bien, le patient est vraiment libéré définitivement de ces croyances-là. On a un sentiment de plus grande liberté, c'est-à-dire que le patient peut avancer ensuite vraiment beaucoup plus librement vers la vie qu'ils veulent vivre et vers surtout ce qui est important pour eux. Et puis, je pense aussi aux jeunes patients, ceux qui n'ont pas encore d'enfants. C'est un sujet que je discute souvent avec eux parce que je leur dis, finalement, vous allez stopper certaines croyances transgénérationnelles et ne pas les transmettre à vos enfants. Parce que bien entendu, ces schémas sont toujours hérités de l'éducation qu'on a pu avoir. Et voilà, donc chez les jeunes patients, c'est une manière aussi de se préparer à avoir un jour des enfants, mais ne pas leur transmettre leurs schémas qui sont évidemment pour eux dysfonctionnels. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur la TCP, vous allez avoir encore plus d'informations sur ce site qui est mon site internet, donc anne-françoise-chaperon.fr. Vous aurez accès à un livre blanc, donc c'est un e-book que j'ai rédigé qui fait une bonne vingtaine de pages. Vous pourrez le télécharger si vous le souhaitez, si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site anne-françoise-chaperon.fr et vous aurez accès au livre blanc, vous aurez accès à toutes les études scientifiques aujourd'hui sur la TCP que vous pourrez télécharger également. Vous aurez accès à énormément d'informations sur le sujet, plein de choses que je n'ai pas le temps d'aborder ce soir. Mais voilà, en tout cas, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à aller chercher sur ce site. 2 bouquins en anglais, qui sont les bouquins rédigés par le professeur dont je vous parlais tout à l'heure, De Oliveira. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de littérature en français. C'est pour ça que j'ai rédigé d'ailleurs cet e-book, c'est pour qu'il y ait quand même un peu de lecture en français. Mais pour l'instant, c'est en anglais. Et puis, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci Anne-Françoise pour cette conférence très complète, puisque jusqu'à il y a quelques secondes, nous n'avions pas encore de questions. Est-ce que tu es prête du coup? Tu as repris ton souffle? Oui, je vais boire un petit coup et je suis prête. Vas-y, vas-y. Alors... Vas-y, prends ton temps. Donc, déjà, tout le monde te remercie.
Ben, merci de votre attention. Et donc, on a une première question de Anne. Donc, on a jusqu'à 21h, hein, si vous voulez, on peut vraiment échanger. Donc, Anne demande, est-ce qu'on peut préciser les indications de cette thérapie? Alors, attendez, ça remonte. Pour avoir une idée des patients adressés. Est-ce que tu peux relire la question, Alexandra, s'il te plaît? Oui. Est-ce qu'on peut préciser les indications de cette thérapie pour avoir une idée des patients à adresser? Oui, absolument. Oui, oui, je n'ai pas eu le temps d'évoquer ça. Donc, Anne C'est au GHU de Sainte-Anne. D'accord. Interne. Donc, cette thérapie, elle s'adresse aux patients, on va dire, à partir de l'âge de 14-15 ans. Alors, elle ne s'adresse pas aux enfants parce qu'il faut avoir accès quand même à cette notion de métaphore hein, autour du procès, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué pour des enfants, trop jeunes enfants. Mais à partir, voilà, les grands adolescents, ou à partir de 14-15 ans, s'ils sont mûrs, 14 ans ou 15-16 ans, disons, c'est l'âge, voilà, à partir duquel on peut, et moi, j'ai déjà réaliser cette thérapie avec des jeunes adolescents. Donc sinon, bah, c'est une thérapie qui est vraiment, on va dire, processuelle, hein, donc qui agit sur les processus, c'est-à-dire les facteurs de maintien des troubles. Donc c'est transdiagnostique essentiellement. Ça s'adapte vraiment à quasiment tous les patients à partir du moment où le patient a les facultés, on va dire, mentales pour comprendre hein, cette notion de métaphore. Donc, je dirais que vraiment, les indications sont très, très larges. Ça peut traiter tous les types de troubles anxieux, troubles dépressifs, troubles du comportement alimentaire, avec les patients psychotiques qui sont bien équilibrés par un traitement. Moi, je n'ai pas l'expérience personnellement, mais de nombreux collègues ont l'expérience avec patients psychotiques et utilisent la TCP également avec ces patients-là. Enfin, vous voyez, on peut vraiment utiliser la TCP dans quasiment tous les domaines de la psychothérapie. Là où on ne va pas l'utiliser, mais c'est comme là pour la TCC classique, il y a des moments où on ne va pas l'utiliser, c'est quand par exemple le patient est en crise aiguë. Par exemple, un patient qui serait en crise aiguë de dépression, qui serait vraiment dans un état qui ne permettrait pas d'activer justement un avocat pour le défendre, etc., parce qu'il est trop déprimé. Alors à ce moment-là, on va plutôt avoir recours à un traitement médicamenteux dans un premier temps pour pouvoir traiter la dépression d'un point de vue médical. Et dans un deuxième temps, bien entendu, la TCP viendra travailler sur les schémas dépressogènes sous-jacents à la dépression. Je dirais la même chose pour certains troubles anxieux en crise aiguë, par exemple un patient qui souffrirait d'un TOC très envahissant en crise aiguë, qui pourrait plus sortir de chez lui et qui passerait ses journées, je ne sais pas, à se laver les mains, etc., etc. Là, c'est pareil, hein, on va vraiment aborder l'aspect médical du trouble dans un premier temps et dans un deuxième temps, bien sûr, aborder les schémas anxiogènes qui seraient liés au TOC. Et voilà, à part ces petites restrictions que je vous donne là, sinon vraiment considérer que cette thérapie est transdiagnostique et peut s'adapter à quasiment tous les cas cliniques. Personnellement, moi, j'utilise la TCP, peut-être pas avec 100%, mais on va dire au moins 90% de mes patients. Les patients avec lesquels j'utilise pas, c'est quand il y a des techniques, quand ce sont des cas très très simples, avec lesquels des techniques plus simples pourraient suffire, par exemple des techniques d'exposition aux phobies, des choses comme ça. Parfois, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à une TCP pour traiter certains troubles, comme les phobies, comme certaines phobies simples, par exemple. Mais comme il y a très rarement des cas simples en psychothérapie et que c'est toujours plus compliqué qu'on croit, eh bien, la TCP va venir toujours nous aider parce que derrière les cas complexes, il y a toujours des schémas ancrés, rigides et la TCP va venir assouplir ces schémas. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, c'était la question de Anne. Donc, si c'est clair pour vous, Anne. Sinon, il y a également Laura, une autre question pour toi. Donc, bonsoir et merci pour cette conférence très intéressante. Dans quel cadre avez-vous accompagné Laurine, en structure ou en libéral? En libéral, dans mon cabinet, là où je me trouve actuellement. Voilà, en cabinet libéral. Super. Et elle était adressée par son médecin généraliste, qui est une collègue qui pratique également les TCC.
mais qui a préféré me l'adresser. Très bien. Donc, si ça répond à votre question, Laura, je pense que oui. Alors, bon, tu as beaucoup de remerciements. C'était très, très, très intéressant, clair et éclairant. Voilà, donc je vous ai mis le site d'Anne-Françoise également. Ensuite, Sarah te demande, est-ce que pour appliquer cette thérapie, il faut un diplôme particulier en plus du titre de psychologue? Si vous êtes psychologue, psychothérapeute, pas du tout. Même si vous n'êtes pas formé au TCC, la TCP, c'est une manière de se former au TCC, puisque la TCP, c'est de la TCC, mais c'est de la TCC organisée avec un fil rouge, avec un plan thérapeutique clair, hein, qui permet au thérapeute d'être un peu mieux guidé dans son plan thérapeutique. Donc voilà, pour pouvoir se former à la TCP, il faut être soit psychologue, clinicien, soit psychiatre, soit médecin, psychothérapeute. Voilà, ce sont les prérequis. Très bien, merci. Donc, je pense que ça répond à la question. Alors, il y en a encore quelques-unes. Alejandra te demande si tu pourrais confirmer le lien sur lequel tu as publié les sources documentaires. Donc, est-ce que c'est bien le lien que j'ai envoyé, le lien de ton site internet? Oui, c'est anne-françoise-chaperon.fr. Ouais, je vous l'ai C'est mis là en que vous copie, trouverez toute la documentation scientifique, le fameux livre blanc dont je vous parlais tout à l'heure et plein d'autres choses encore, vous verrez. J'ai mis beaucoup de contenu sur ce site parce que justement, comme il n'y avait rien en français encore, je me suis dit qu'il fallait donner de l'information en français, puisque mon rôle, c'est vraiment de pouvoir former, on va dire, en francophonie, les collègues à cette technique. Ouais, c'est très complet, hein, ton site. Je vous invite à y aller. Alors, donc ça, c'est bon. Donc, tu as plein de remerciements. Merci beaucoup. Présentation très précise et complète. Approche très ludique du travail sur les croyances négatives. Voilà, Mélac te remercie. Marion te demande quelle est la fréquence et la durée des rencontres préconisées pour la TCP? Alors, une rencontre d'une heure tous les 15 jours. Pourquoi cela? Eh bien, parce que ça laisse du temps au patient pour faire les tâches entre les séances, puisque à chaque fois qu'il rentre chez lui, il a des choses à faire. Notamment après le procès, il a besoin de discuter avec son avocat tous les soirs, l'avocat qu'on intériorise, hein, chez le patient pour qu'il puisse intérioriser cette croyance positive. Il va s'entretenir virtuellement avec son avocat tous les soirs pour repérer tout ce qui va dans le sens de la croyance positive. Et il va devoir noter, etc., sur un agenda. Et donc, voilà, ça c'est un exemple, hein, de tâches parmi d'autres. Mais en tout cas, 15 jours, ça permet aux patients d'avoir suffisamment de temps pour préparer ces tâches. Et aussi, ça permet quand même de garder un lien suffisamment étroit parce qu'on veut vraiment avoir des résultats rapides. Et en général, en termes d'assouplissement, hein, c'est-à-dire les patients partent d'une croyance centrale négative généralement qui est très activée, c'est-à-dire qui est autour de entre 80% et 100% de croyance. Hein. En général, on va sur ces schémas-là, très ancrés. Eh bien, au bout de 2-3 mois, les patients ont déjà assoupli fortement leurs croyances. Ils ne sont pas forcément à zéro, mais ils peuvent être à 50%, 40%, 30%. Bref, au fil du temps, ça va s'assouplir. Et cette régularité tous les 15 jours, ça permet quand même d'avoir des résultats assez rapides. Ce qui fait que le patient est renforcé positivement assez rapidement, c'est-à-dire qu'il prend confiance dans la méthode, il se rend compte que oui, sa vie change. Et parallèlement à cela, ce que je leur demande de faire, c'est que je leur demande d'observer dans leur vie qu'est-ce qui change. Je leur dis, faites-moi des avant-après. Rapportez-moi de l'expérience. Tiens, il s'est passé ça. Avant, j'aurais réagi comme ça. Puis maintenant, je me suis vue réagir comme ça. Et c'est marrant, mais voilà, ça s'est fait spontanément. Et quand les patients me ramènent ces expériences-là, eh ben, je me dis, ça y est, c'est en route. La croyance est déjà en train de se déconstruire. Elle est déjà en train de s'assouplir. Et il se passe des choses concrètes. C'est ça qu'on veut en fait, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement dans le cerveau du patient qu'on change les choses, mais c'est dans sa vie.
c'est dans sa vraie vie, dans son quotidien, dans ses rapports aux autres, comme vous avez vu chez Laurine, ça va venir impacter sa famille, son mari, son enfant, ça va venir impacter sa vie professionnelle, ça va venir impacter, j'en ai pas trop parlé, mais sa vie aussi amicale, etc., sa vie sociale. Et ça, c'est très important parce qu'on voit que tous les champs de la vie changent en fait. Et c'est ça qu'on va demander aux patients de ramener comme expérience avant-après. Et ça va nous permettre de valider que oui, il y a vraiment des transformations profondes qui se font pour eux dans leur vie. Voilà, donc tous les 15 jours, c'est bien. Et après, quand le patient va bien, c'est-à-dire quand vraiment la croyance est assouplie, quand il n'y croit plus du tout, quand il est autonome dans son travail, à ce moment-là, on va espacer les séances. Donc, quand le patient va bien, je vais le voir une fois par mois, puis une fois tous les 2 mois, puis une fois tous les 3 mois. Ça, c'est le moment où voilà, on vérifie que tout va bien et que le patient continue à progresser et voilà, jusqu'à ce qu'on arrête la thérapie. Mais c'est toujours très doux, vous voyez, c'est très en douceur que les choses se font et c'est comme ça qu'on obtient des changements profonds. C'est avec des méthodes douces, vraiment. C'est-à-dire le process, c'est une méthode douce en soi et après, la gestion des séances, c'est aussi une méthode douce. Super, merci beaucoup Anne-Françoise. Alors, on a encore quelques minutes. On te demande également en quoi la TCP se distingue de la TCC et de la thérapie des schémas. Ouais. Alors, c'est de la TCC. Donc, les bases scientifiques sont exactement les mêmes. Là où ça se distingue de la TCC, c'est parce que c'est une manière métaphorique de travailler. En TCC, on n'utilise pas la métaphore d'un procès et on n'utilise pas ce côté ludique avec le patient de décentration. Donc, la grosse différence, elle est dans la méthodologie et elle est aussi dans l'analyse fonctionnelle qui est différente. Vous avez vu au début, il y a le tableau, ce qu'on appelle le diagramme de conceptualisation. C'est une autre façon d'analyser, de conceptualiser les cas cliniques. Et donc, c'est une manière qui va donner directement au thérapeute son plan thérapeutique. Donc, pour moi, c'est une manière plus, on va dire, plus opérationnelle, plus construite d'opérer un plan thérapeutique et de suivre pas à pas les progrès du patient. Donc ça, c'est la différence avec la TCC. La différence avec la thérapie des schémas, le point commun, c'est que ça cible la même chose, c'est-à-dire les schémas cognitifs. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent la thérapie des schémas, j'utilise le questionnaire de Jeffrey Young. Il en a plusieurs, mais j'utilise le dernier qui est le plus long en 232 items. Et je fais passer ce questionnaire avant la thérapie et après pour voir en effet si on a une diminution des schémas, des activations des schémas dans le test. Et bien sûr, on l'a, c'est évident. Donc, le point commun, c'est ça, c'est qu'on cible les schémas, mais la manière d'y arriver est complètement différente. Dans la thérapie des schémas, on va travailler sur les modes, ce qu'on ne fait pas en TCP, et on va travailler en technique de reparentage, ce qu'on ne fait pas non plus en TCP. La différence avec le patient, c'est que la TCP est beaucoup plus douce. La thérapie des schémas est très bouleversante pour le patient, est très bouleversante. Et pour le thérapeute, c'est difficile aussi forcément, puisque c'est bouleversant autant pour le patient que pour le thérapeute qui accompagne son patient. La TCP est une manière beaucoup plus métaphorique, plus ludique, moins lourde, on va dire, de travailler pour obtenir le même résultat au final, qui est l'assouplissement des schémas. Voilà, donc le but est le même, la façon d'y arriver est complètement différente. Sur mon site internet, je l'explique aussi en profondeur, cette différence avec la TCC et avec la thérapie des schémas. Merci Anne-Françoise. Alors, je pense que ce sera la dernière question, mais je vois que quelqu'un a raté le début de la présentation. Donc oui, elle sera en ligne, en replay à partir du mois prochain. Je vais vous mettre le lien après sur le site du Centre de thérapie intégrative et nouvelles technologies sur la chaîne YouTube. Alors, dernière question. Prenez-vous des précautions particulières ou avez-vous un protocole particulier dans le cas de patients présentant un trouble du stress post-traumatique? Alors, c'est une excellente indication de la TCP
parce que lorsqu'on présente un trouble du stress post-traumatique, forcément, on a développé des schémas précoces, également dysfonctionnels, parce que le psychotrauma altère forcément gravement l'image de soi et son rapport à soi-même, aux autres et au monde. Donc oui, dans ces cas-là, quand il y a un état de stress post-traumatique, en fait, je vais utiliser deux techniques. Je vais utiliser une technique d'exposition aux souvenirs traumatiques pour déjà traiter le psychotrauma, je dirais, d'une manière directe. Et une fois que j'ai traité le trauma, je vais faire un bilan schéma, c'est-à-dire je vais faire repasser l'échelle de Jung, je vais voir ce qu'il en reste encore en termes de schéma cognitif, je vais voir s'il reste des schémas activés, et s'il en reste, à ce moment-là, je vais les travailler en TCP. Mais avec le trauma, c'est des situations évidemment qui sont complexes, je vais travailler avec les deux techniques, l'une après l'autre. Bon, merci Anne-Françoise. Merci. Merci à tous. Merci pour vos questions vraiment intéressantes aussi, qui m'ont obligée à aller plus loin et à vous donner voilà, plus d'informations encore. Et je ne savais pas si j'avais vraiment affaire surtout à des thérapeutes ou à des personnes qui ne sont pas des thérapeutes. Donc, j'ai voulu faire en sorte que cette conférence intéresse tout le monde. J'espère que c'est le cas. J'espère que c'est le cas aussi s'il y a parmi vous des personnes qui ne sont pas thérapeutes. Peut-être s'il y en a, dites-moi si... s'il y a des personnes qui ne sont pas psychothérapeutes et qui ont assisté ce soir et savoir si ça vous a intéressé et si ce n'était pas trop compliqué ou trop technique. Je veux bien que vous me fassiez un petit retour si c'est le cas. Comment ils te font ce retour? Est-ce que sur ton site internet, du coup, il y a un formulaire peut-être ou... Oui, tout à fait. Ouais, ils peuvent prendre contact aussi avec moi s'ils le veulent par mon site. Tout à fait. J'ai un agenda en ligne qui est dédié à cela. Sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un petit mail à l'adresse afchaperon, c'est comme Anne-Françoise Chaperon, @gmail.com. Super. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat et je vous mets le lien aussi de notre page des conférences du Centre de thérapie intégrative où vous pourrez cliquer pour revoir en replay la conférence d'Anne-Françoise ce soir qui sera disponible à partir de mars, voilà, du mois suivant. Merci Anne-Françoise. Merci. Merci à vous tous. Merci Alexandra de m'avoir invitée. Merci à tous et on vous souhaite une très bonne soirée et au mois prochain pour la prochaine conférence. Bonne soirée à tous.